On est donc avec Olivier Tesquet pour parler du grand tout numérique, parce que moi, il m'a paru assez rapidement qu'une des causes possibles, hein, on en parlera peut-être plus profondément dans une autre émission de la fin du monde, c'était cette omniprésence d'une force cosmique qui doit nous guider, qui doit obéir, à laquelle on doit obéir, etc. Donc Dieu, les religions, le mysticisme, etc., etc. Xavier en chute de sa chambre à air. Et donc ma proposition, moi, pour reconstruire en évitant toutes les erreurs du passé, c'est de remplacer ce grand tout, parce qu'on a besoin de croire en quelque chose, par le grand tout numérique, et notamment par ce cerveau global qui émerge des différents sites, avec des informations qui sont diffusées et tout. Le truc quasiment, c'est pas qu'il pense par lui-même, mais c'est à peu près comme si, en fait, parce qu'il a des réponses à tout qui sont vraiment les réponses du réseau ou du moteur de recherche qu'on utilise. Olivier, est-ce que tu es prêt à faire ce pas pour la fin du monde et à changer, à prendre comme croyance principale le grand tout numérique, le cerveau global? Je crois que quelque part c'est déjà fait, donc allons-y. Alors c'est déjà fait, comment t'as fait, comment on procède, comment on fait cette transition, cette étape dans sa vie? Ça se fait assez naturellement en fait. Je crois que quand on est né dans une génération qui n'a grandi qu'avec ces outils-là, finalement, qui a fait tout son apprentissage à tous les échelons de sa vie avec ces trucs-là, finalement ça devient tellement structurant dans ton existence que tu ne vis qu'à travers ce prisme-là et ta vie tourne autour de ces choses-là. Tu es en train de dire que tu peux plus lire de livres, tu peux plus toute cette vieille culture-là, tu la comprends plus? Si, mais tu as une acculturation de tout le reste en fait. C'est-à-dire que tu peux plus lire un livre sans aller trouver sur le réseau quelque chose qui va compléter ce que tu es en train de faire. Il y a quasiment plus d'actes de la vie courante que je fais sans te référer au réseau. Voilà, il y a ce cerveau sans global. avoir une porte d'entrée, une porte d'accès quelque part. Alors ça c'est évident, je veux dire, on en est un peu tous réduits là, sans ce grand tout on ferait pas grand chose au final. Aujourd'hui ça a vraiment imprégné nos vies comme l'herpès dans notre chaîne ADN, tu vois, tu l'attrapes et tu ne peux plus t'en dépêtrer. Moi j'ai une question en rapport à ton activité qui est OVNI. Est-ce que tu serais capable de parler de cette effrayante transparence et dans quelle mesure le fait de démystifier toutes les choses, les savoirs et finalement de faire que tout devient raisonné, raisonnable, presque chiffrable, enfin tout est décryptable et mettable en mots et en chiffres, c'est pas justement effrayant? Voilà, cette effrayante transparence, t'en penses quoi? Tu peux pas tout chiffrer quand même. Il y a quand même tout un tas de choses devant lesquelles soit il y a encore une espèce de limite morale. Tout on peut savoir, c'est ça que je veux dire, on peut savoir. Oui, tu peux savoir. Après, pour tout ce qui concerne la vie privée, tu vois, parce que quand on parle des données sur le réseau, on met un peu tout dans le même paquet. On estime que ça concerne à la fois tout ce qui relève de la vie des États, de n'importe quoi, et aussi ce qui concerne ta vie la plus intime. Donc savoir toutes les infos que tu as filées à Mark Zuckerberg ou à Eric Schmidt de Google sans trop t'en rendre compte. Et ces choses-là, on les sait, mais on ne les dit pas. Donc il y a quand même encore une espèce de limite morale qui fait que dans cet univers où tout est chiffrable, il y a des choses qu'on garde encore pour soi quelque part. C'est ça, donc on tombe dans, tu en parles d'hygiène, une écologie de l'esprit par rapport au réseau, et ensuite d'éthique. C'est-à-dire qu'on peut tout savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment je le présente? C'est ça dont tu parles? Oui, c'est ça. C'est quand même savoir comment on se construit une éthique dans ce réseau-là. Et une hygiène de vie numérique. Et une hygiène de vie aussi, parce que ça va avec. Tu as quelques clés pour ce post-crash, ouais? Moi, je pars du principe que tout ce que je fais est public, donc les vraies conneries, les choses dont je veux pas que les gens se les approprient, je les mets pas sur Internet. Et tu les fais pas peut-être aussi, c'est ça Aussi, je pense qu'il y a peut-être de ça aussi. Non, parce que c'est ça la sécurisation des réseaux et autres données et autres flicages, caméras de surveillance et compagnie. On te dit de toute façon tu fais pas le mal, donc pourquoi j'aurais quelque chose contre la caméra, les vidéosurveillance, pas utiliser mon empreinte digitale pour manger à la cantine, puisque de toute façon j'ai rien à me reprocher. Pourquoi je serais contre le fichage numérique puisque je n'ai rien à me reprocher? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire que je peux laisser aller le fichage et le flicage numérique de plus en plus parce que de toute façon je n'ai rien à me reprocher. Alors autant c'est que les malfrats qui ont à avoir peur de ça. Ouais, ceci dit, tu as quand même tout un tas de dommages collatéraux que peuvent engendrer ce genre de choses sur des personnes qui n'ont rien demandé à personne. Donc, qui sont justement, c'est là que je voulais ça a des effets pervers, effectivement. Si tu généralises le fichage, comme si tu généralises le filtrage ou ce genre de choses, tu vas t'attaquer. Enfin, si demain il y a une liste blanche sur Internet qui m'interdit d'aller regarder un film porno, c'est pas quelque chose de mal pour moi. Ça peut l'être pour certaines personnes qui légifèrent sur ces questions-là. Ça, c'est un vrai problème quand même. Et OVNI, en même temps, c'est un site qui est vraiment dans cette zone de l'open source, de l'open data, qui pratique
Le data journalisme, c'est-à-dire, il n'y a pas que ça, il y a aussi des articles de fond et tout, mais de donner, ça fait partie de la philosophie du site, je crois, et de cette philosophie très présente en ce moment, de donner un maximum d'informations brutes. C'est ce que vous avez fait notamment avec Wikileaks, sans forcément... Alors faire le travail journalistique, de la recouper, oui, mais de la commenter, non, et de laisser l'internaute vraiment s'informer par lui-même, réfléchir par lui-même. Si tu veux, c'est un peu le principe de l'open source, justement appliqué au journalisme, parce que le principe de l'open source, c'est que tu vas télécharger ton logiciel ou ce dont tu as besoin, que ce soit un OS ou quelque chose d'autre, tu vas t'en emparer, et après c'est le réseau qui va permettre de réguler l'usage que t'en fais en fait. C'est-à-dire que toi tu offres l'outil et ensuite chacun en fait ce qu'il veut. C'est comme un code que tu peux modifier à ta guise. C'est exactement ce que dit quelqu'un comme Richard Stallman, et tu peux faire la même chose avec l'information. Richard Stallman, c'est l'inventeur de GNU. Oui, c'est ça, c'est le grand papa barbu de l'open source. Qui est parti de rien et qui a influencé toute la planète, qui a gagné d'ailleurs le prix Zéro en 2005, remis à Tunis pendant le sommet mondial sur la société de l'information. Le prix Zéro qui récompense, c'est une fondation vénitienne qui récompense ça, c'est quand tu pars de rien et que tu influences toute la planète. Donc oui, il a permis à tout le monde de travailler sur des logiciels que tout le monde puisse updater par lui-même et en fonction de ses besoins. Donc oui à ce cerveau global, sans faire n'importe quoi pour se retrouver... Faut juste avoir confiance en justement cette régulation par la masse. C'est ce qui effraie aujourd'hui les pouvoirs publics, c'est que tu te dis que si tu jettes quelque chose comme ça en pâture à la communauté d'Internet, dont tu connais pas le détail de ce qui la compose dans sa plus grande intimité, et personne ne peut le connaître, et personne ne le sait, mais il faut juste avoir confiance confiance en cette communauté-là pour qu'elle s'autorégule. Et c'est juste un pas que peu de gouvernements et peu de décideurs semblent prêts à franchir, donc on essaie de le faire. Mais toi tu crois à ce modèle-là, toi tu crois. Oui, mais est-ce qu'on ne tombe pas dans la croyance du peuple du coup, non, parce que wisdom of the crowd? Je dis pas qu'il faut tout lâcher, faut pas lâcher la bride complètement, il y a quand même des choses, des pouvoirs régaliens qui sont là pour fonctionner. Donc par exemple les recettes de bombes sur internet, ça on peut interdire. Voilà, ça me pose, ça me fait pose bien pas de personne. soucis. Qu'on vire les vrais pédonazis, tu vois, on peut les enlever, c'est juste la façon dont on le fait. C'est-à-dire que virer les pédonazis en foutant des listes blanches, c'est que non seulement c'est inutile, mais en plus c'est dangereux. Alors avant qu'on écoute un extrait qui relance le débat, peut-être que là vous résumez aussi également, quand on parle de grand tout, du grand internet, on arrive dans le cerveau global, et est-ce que dans le cerveau justement on n'a pas ces pulsions dégueulasses que la morale, que l'éducation nous fait refouler, mais qui sont présentes sur le web comme elles sont présentes dans notre esprit en fait, et donc c'est juste un travail d'éducation au final peut-être. Oui, si tu veux, quand t'es sur... On peut pas refaire l'homme, je veux dire, c'est pas la technologie qui va refaire l'homme. Non, parce que la technologie, elle est pas pensante, quoi. On est tel qu'on est, et on adopte des comportements qui sont innés ou acquis, mais qui relèvent pas d'un truc qui est déterministe et qui serait juste issu du réseau. Donc on cale des comportements tout à fait classiques là-dessus.